Tais-toi, espèce d'ignorant !» cria le professeur Esteban en frappant violemment le sol avec sa canne. Le garçon ne répondit pas. Il portait des chaussures usées, une chemise tachée et serrait contre lui un vieux carnet. Des rires éclatèrent dans la salle. Personne n'aurait pu imaginer que quelques instants plus tard, ce même garçon silencieux écrirait couramment dans 9 langues différentes, laissant sans voix le professeur le plus strict de l'école. « D'où nous écoutes-tu aujourd'hui? Prépare-toi, cette histoire va te surprendre comme aucune autre. » Ce matin-là, la salle 12 de l'Institut San Bartolomé ressemblait plus à un tribunal romain qu'à une salle de classe. Les pupitres étaient parfaitement alignés. Chaque élève portait un uniforme impeccable. L'ambiance était lourde, tendue. Et au centre de tout cela, seul, sans personne pour le défendre, se tenait Diego. Son pantalon était vieux, rapiécé aux genoux, sa chemise sans col, et il serrait contre lui un carnet abîmé, comme s'il pouvait le protéger. Face à lui, le professeur Esteban tenait un pointeur en bois. Une médaille dorée brillait sur sa poitrine. Il allait et venait comme un général aguerri, menton levé, cheveux blancs lissés en arrière, regard perçant capable de figer n'importe quel élève d'un seul coup d'œil. « Eh bien ?» grogna-t-il en s'arrêtant devant le garçon. « Tu comptes garder le silence toute l'année ou tu t'es levé ce matin en espérant ressembler à un vieux meuble abandonné ?» Des rires éclatèrent au 4e rang. C'est là que siégeaient les enfants de diplomates, de juges et de chefs d'entreprise, comme de petits rois savourant le spectacle. Diego ne répondit pas, il baissa simplement les yeux, non par peur, mais parce qu'il en avait l'habitude. Il avait toujours su qu'il n'était pas à sa place. Depuis son tout premier jour, il se sentait étranger dans cette école prestigieuse, admis seulement grâce à une bourse discrète offerte par une vieille religieuse qui croyait encore aux miracles. Mais à San Bartolomé, les miracles étaient souvent tournés en dérision. « Je lui ai seulement demandé de lire un court paragraphe, Monsieur Avila, » dit le professeur en regardant les administrateurs présents au fond de la salle. Mais le garçon refuse. « Ou peut-être qu'il ne refuse pas, » répondit l'un d'eux. « Peut-être qu'il ne sait tout simplement pas lire, n'est-ce pas ?» Diego releva lentement les yeux. Son regard était sombre et profond, comme celui de quelqu'un qui avait vécu bien plus que son âge ne le laissait croire. « Tu sais au moins lire ?» demanda à nouveau le professeur, haussant la voix pour que toute la classe l'entende. « Eh bien alors, Diego, vas-y, prouve-le, ou reste silencieux pour le reste de ta vie. » Et puis il le dit. « Tais-toi, analphabète !» Il cria à nouveau, levant son pointeur et le dirigeant droit sur le front du garçon. « Tu n'as pas ta place ici. Cette école est faite pour de vrais élèves, pas pour des imitations bon marché. » La pièce devint totalement silencieuse. Diego ne versa pas une larme. Il n'essaya pas de se défendre. Il serra simplement son carnet un peu plus fort, comme pour contenir quelque chose de puissant qui menaçait d'exploser. Un léger murmure parcourut la classe. Certains élèves ricanaient, mais d'autres, pour la première fois, se mirent à se tortiller, mal à l'aise, sur leurs chaises. Le professeur Esteban se retourna vers le tableau, prit une craie et écrivit une grande phrase en latin. « Restantum vale quantum bendipotest ». Sans se retourner, il demanda « Qui sait ce que cela signifie ?» Diego leva la main. Ce n'était pas un geste fier ou provocateur. C'était calme, posé, comme quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. « Toi ?» ricana Esteban. « Oui, monsieur » répondit Diego. Le professeur plissa les yeux. « Alors, vas-y, traduis !» Diego fit un pas en avant, inspira profondément et répondit d'une voix assurée, sans même regarder le tableau. Cela signifie « une chose vaut uniquement ce que quelqu'un est prêt à payer pour l'avoir ». Le silence qui suivit n'était pas le même qu'avant. Il n'était pas rempli de peur. Il était chargé de surprise et d'incertitude. « Et comment sais-tu cela ?» demanda le professeur à voix basse. « Je l'ai lu dans un vieux livre de mon grand-père », répondit Diego. « Ah oui? Et si j'écrivais quelque chose en grec ou en russe, tu comprendrais aussi. » Diego ne répondit pas, il leva simplement les yeux vers lui, et puis pour la toute première fois, il sourit.
Le professeur Esteban s'avança, tenant son pointeur comme une épée lors d'une cérémonie solennelle. Personne dans l'école n'avait jamais osé lui tenir tête. Même les familles les plus riches restaient silencieuses lorsqu'il prenait une décision. Et pourtant, un garçon aux coudes usés lui avait fait face sans ciller. « Tu dis que ça venait du livre de ton grand-père. » Diego acquiesça, les yeux toujours fixés sur ceux du professeur. Le professeur claqua la langue, agacé, et se retourna brusquement vers le tableau. D'un geste rapide, il écrivit une autre phrase, cette fois en grec ancien. La craie se brisa contre le tableau dans un bruit sec qui résonna comme un coup de feu. « Gnosis afton. »« Eh bien ?» dit Esteban avec un sourire tordu. « Vas-y, éclaire-nous, petit sage. » Diego observa les lettres un instant, puis comme si la phrase était gravée en lui depuis longtemps, il répondit « Connais-toi toi-même ». Les sourcils d'Esteban se soulevèrent, surpris. Un élève assis au fond murmura un léger « Waouh !» mais fut vite réduit au silence par un coup de coude d'un camarade. « Et où as-tu lu celle-là » demanda le professeur. « Celle-là aussi. »« Je les ai toutes lues » répondit calmement Diego. « C'est en fait l'une des phrases les plus citées de toute la philosophie, monsieur. » Le professeur Esteban inspira lentement, comme s'il tentait de contenir quelque chose. Peut-être de la frustration, peut-être autre chose. « Tu te crois malin, garçon » demanda-t-il. « Non, monsieur. »« Alors comment te décrirais-tu » Diego prit un instant avant de répondre. « Curieux. » À ces mots, la salle se remplit de murmures discrets. Les élèves échangèrent des regards, chuchotant avec un intérêt grandissant. Esteban leva la main pour réclamer le silence, mais son expression avait changé. La confiance arrogante dans ses yeux avait disparu, remplacée par quelque chose de plus troublé. De l'irritation, du doute, un ego blessé. « Voyons si ta curiosité est à la hauteur », grogna-t-il, avant d'écrire une troisième phrase, cette fois en arabe. Son écriture était fluide et décorative, presque calligraphiée. « À la kulzina ». Diego y jeta un bref coup d'œil et répondit sans hésiter « L'esprit est un ornement. » « Et où as-tu appris celle-là » ? « Je l'ai vue écrite à l'entrée d'une petite librairie dans le quartier arabe où nous vivions autrefois. »« Tu vivais dans un quartier arabe » Diego fit un petit signe de tête. « Ma mère faisait la lessive dans une auberge où logeaient des commerçants. Ils me donnaient de vieux livres dans différentes langues. Je les ai tous gardés. » Le professeur Esteban se figea. Pendant quelques secondes, il parut plus vieux, comme si quelque chose d'invisible et de lourd pesait sur lui. Ce n'était pas juste de la surprise, c'était la prise de conscience soudaine qu'il n'était plus le maître de la salle. Il n'était plus la source du savoir. C'était lui qui recevait désormais, et cela le dérangeait profondément. « Bien, » dit-il en forçant un sourire, « tu as vraiment offert tout un spectacle. Tu peux t'asseoir maintenant. » Mais Diego ne bougea pas. « Monsieur ? Quoi encore ? Vous ne m'avez pas encore posé la question en russe. » La salle devint totalement silencieuse. Le professeur tourna lentement la tête, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Diego était déjà au tableau. Ses mains étaient stables, bien que couvertes de poussière, et ses ongles sales. Il prit un morceau de craie neuf et commença à écrire avec une précision surprenante. « Znani, usila. Cela signifie « le savoir, c'est le pouvoir », expliqua-t-il. « Depuis l'époque de Pierre le Grand, peut-être même avant, personne ne sait vraiment. » Esteban le fixa sans voix. Pour une fois, il n'avait rien à dire. Les élèves autour d'eux ne riaient plus. Certains regardaient Diego, d'autres observaient le professeur, mais la silhouette debout près du tableau, le visage éclairé par le soleil qui entrait par la fenêtre, ne ressemblait plus à un gamin pauvre. Il avait l'air d'un génie. Il était devenu le symbole de quelque chose de totalement inattendu dans une école aussi prestigieuse. La vérité, à partir de ce moment, l'Institut San Bartolomé ne fut plus jamais le même. Après le cours, personne n'osa s'adresser directement à Diego. Mais on ne l'ignorait plus non plus. Les chuchotements fusaient dans les couloirs comme des étincelles sur de l'herbe sèche. « Tu l'as vu écrire en russe ? Mon père n'arrive même pas à taper sur son téléphone, et ce gamin écrit l'arabe comme si de rien n'était. Peut-être que c'est un robot ou un espion ?
Rapidement, ces murmures commencèrent à ressembler à des avertissements. Diego continuait de traverser les couloirs avec son carnet serré contre sa poitrine. Il ne souriait pas. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Mais maintenant, il n'était plus invisible. Et à San Bartolomé, cette visibilité était risquée. À l'étage, dans le bureau de la directrice, la sous-directrice Renata Vasquez venait de finir d'écouter le rapport d'Esteban. Ses lèvres étaient serrées, son regard perçant. « Donc tu me dis qu'il t'a corrigé 4 fois devant toute la classe ?» « Il ne s'est pas contenté de me corriger, » dit Esteban en arrachant ses lunettes, visiblement irrité. « Il m'a tenu tête devant tout le monde, et la plupart d'entre eux l'ont applaudi en silence. » « Et que proposes-tu? Lui retirer sa bourse? Parce qu'il est doué? Parce qu'il est irrespectueux ?» Renata s'adossa dans son fauteuil en cuir, les bras croisés calmement. Elle connaissait Esteban depuis plus de 20 ans. Elle comprenait bien son fonctionnement. Mais cette version de lui, ébranlée et sur la défensive, était nouvelle. « Tu as peur ?» demanda-t-elle. « Moi? Oui, toi, Esteban. Parce que ce garçon n'est pas seulement un élève intelligent, il est une menace pour ton autorité, pour ta manière de contrôler une salle. » Esteban se leva lentement. « Ce garçon n'a pas sa place ici, » dit-il, la mâchoire serrée. « Il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de maintenir l'ordre. Si on laisse un gamin surdoué du quartier bas se moquer de nos traditions, San Bartolomé ne sera plus San Bartolomé. » « Et que deviendrait-elle alors ?» Il ne répondit pas. Il se contenta de sortir en claquant la porte plus fort que nécessaire. À la cafétéria, Diego mangeait seul, comme toujours, jusqu'à ce que quelqu'un pose un plateau en face de lui. « Salut !» Une fille, aux cheveux attachés avec soin, lunettes rondes et regard impénétrable se tenait là. C'était Elena Rosales, fille de diplomate, toujours en tête de sa classe, et du genre à ne jamais avoir besoin de se battre pour attirer l'attention. Elle était exceptionnelle sans effort. « J'ai vu ce que tu as fait aujourd'hui en cours avec Esteban, » dit-elle en s'asseyant à côté de lui sans attendre d'invitation. « Jamais. Personne ne lui avait jamais répondu ainsi auparavant, pas même les nouveaux professeurs. » Diego acquiesça lentement en mâchant sa nourriture. « Tu sais écrire en japonais aussi ?» demanda-t-elle. « Juste les hiragana et un peu de kanji. » Elena haussa un sourcil. « Tu parles combien de langues ?»« Je ne suis pas sûr. »« Plus de 5. » Diego fit une brève pause, puis hocha légèrement la tête. « J'ai une théorie, » chuchota-t-elle en se penchant, comme si elle révélait un secret d'État. « Tu n'es pas un enfant ordinaire. Tu es un genre de projet gouvernemental. » Diego sourit. Son premier sourire depuis longtemps. C'était discret, presque invisible, sans montrer les dents. « Je ne suis pas une expérience. Je n'avais juste rien d'autre à faire que lire. Et tu parles à peine. Parler ne change pas grand-chose, mais écrire... » « Oui, » approuva Elena à voix basse. Elle se tut. Pour une fois, elle ne savait pas quoi répondre. Pendant ce temps, dans la salle des professeurs, une nouvelle rumeur commençait à prendre de l'ampleur. La directrice avait reçu un appel d'un journal local. Quelqu'un avait parlé du « garçon aux 9 langues ». Et en quelques heures, le nom de Diego circulait déjà parmi les directeurs d'école, les associations de parents, les journalistes et même certaines figures politiques. Diego n'était plus perçu comme le garçon étrange. Il était devenu un phénomène, un trésor, quelqu'un que tout le monde voulait connaître. Tout le monde, sauf Esteban. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas les origines de Diego. Ce qu'il voulait découvrir, c'était jusqu'où ce garçon pouvait aller. Et plus encore, comment l'arrêter? Il y avait quelque chose, au fond de lui, qui l'avertissait. Si personne n'intervenait, ce garçon ne se contenterait pas de maîtriser des langues anciennes. Il découvrirait des vérités enfouies depuis longtemps, des vérités assez puissantes pour faire bien plus qu'exposer un professeur orgueilleux, des vérités capables d'ébranler les fondations mêmes de tout ce qu'il croyait savoir. Ce soir-là, alors que les lumières du dortoir s'éteignaient une à une, Diego était assis calmement sur son lit, lampe de poche en main, caché sous les couvertures. Il griffonna une seule phrase sur un bout de papier froissé.
Une phrase en latin, écrite avec soin et fermeté, comme si chaque lettre portait le poids du destin. Il plia le papier en trois et le glissa avec précaution dans son carnet. Le lendemain matin, sans dire un mot, il le laisserait sur le bureau d'Esteban. Bien que rédigées dans une langue oubliée, ces paroles résonneraient bien au-delà de la salle de classe. Un écho que personne ne pourrait faire taire. Comme toujours, le professeur Esteban arriva tôt en classe. Mais ce jour-là, quelque chose en lui semblait différent. Ce n'était pas sa démarche, toujours droite, précise, presque rigide, ni sa veste noire impeccable, soigneusement repassée. C'étaient ses yeux. Il ne salua personne. Il gardait le regard baissé, évitant celui des autres. Lorsqu'il ouvrit la porte de la salle 12, l'atmosphère à l'intérieur semblait étrange, lourde, tendue, en attente. Là, au centre de son bureau, se trouvait une feuille de papier pliée soigneusement en trois. Pas de nom, pas de signature, juste un simple bout de papier. Il venait du vieux carnet que Diego gardait toujours contre lui. Esteban referma la porte derrière lui, les yeux fixés sur la note. D'une main ferme, il la ramassa et la déplia. Encre bleue, écriture soignée, écriture solennelle, stable. On pouvait y lire « Veritas filia temporis », la vérité est la fille du temps. Rien de plus, aucune explication, aucune menace. Mais pour Esteban, cela ressemblait à une explosion silencieuse. Ses doigts tremblèrent, à peine, mais juste assez pour faire tomber la craie lorsqu'il voulut attraper le tableau. La vérité, le temps, des mots qu'il avait tordus pendant des années pour gagner le respect. Mais maintenant posés là, en latin, par un garçon silencieux, les joues couvertes de poussière et le regard paisible, il sonnait comme un avertissement, une prédiction. À 8 heures précises, les élèves commencèrent à entrer. Diego fut le dernier à franchir la porte, non pas par peur, mais parce qu'il attendait toujours que tout le monde soit assis pour éviter d'attirer l'attention. Il se glissa dans le dernier rang, sortit son carnet et l'ouvrit. Il ne regarda jamais le professeur, il ne chercha pas sa réaction. Esteban le fixa, espérant y voir une once de moquerie, de rébellion ou d'orgueil. Mais il n'y trouva que du calme, que de la paix, et cela le troubla encore plus. « Histoire du monde », annonça-t-il, la voix légèrement tremblante. « Le sujet d'aujourd'hui, l'utilisation de la propagande en temps de guerre et le contrôle de l'information. » En se tournant vers le tableau, il pouvait sentir toute la classe retenir son souffle, en attente d'une action, d'une réaction, d'une riposte. Mais il ne le ferait pas ici. Pas devant eux, pas encore. Après le cours, les élèves quittèrent la salle lentement, un par un, comme des gouttes de pluie, après une averse. Diego fut le dernier à se lever. « Diego !» appela Esteban, juste au moment où le garçon atteignait la porte. Diego s'arrêta. Il ne se retourna pas complètement. Il inclina simplement la tête. Cette phrase en latin, d'où vient-elle? « D'un vieux livre de droit, répondit-il. De la collection de mon grand-père. Tu comprends ce qu'elle signifie? Oui, monsieur. Alors pourquoi me l'as-tu laissé? Diego le regarda un instant, puis baissa les yeux et répondit doucement, parce que je pensais que vous le saviez déjà. Un silence remplit l'espace entre eux. Le professeur déglutit difficilement. Tu sais qui l'a dite? Sir Francis Bacon. 17e siècle, répondit Diego. Mais les juristes romains l'utilisaient aussi pour défendre ceux qui étaient faussement accusés. Cette dernière phrase frappa profondément, comme une lame qui ne laisse aucune trace, mais tranche malgré tout. Faussement accusé, répéta Esteban, les mots suspendus dans l'air. Diego acquiesça calmement. Quand on n'a pas le pouvoir de parler, dit-il à voix basse, parfois, la seule chose qu'il reste, c'est d'attendre. Et puis, sans attendre de réponse, il tourna les talons et s'en alla. Pas de sortie dramatique, pas de colère, seulement une dignité silencieuse. Ce soir-là, Esteban sauta le dîner. Il entra dans sa bibliothèque personnelle, un espace qu'il avait construit pendant plus de 40 ans avec une fierté méticuleuse. Il se mit à chercher dans les rayons, tirant livre après livre, essayant de se rappeler où il avait vu cette phrase pour la première fois. Enfin, cachée dans un volume depuis longtemps oublié, il la retrouva.
principes fondamentaux du droit romain. Elle était là, soulignée à l'encre de sa propre main lorsqu'il était bien plus jeune, Veritas filia temporis. La vérité est la fille du temps, et pour la première fois, un léger doute s'insinua dans son esprit. Peut-être, sans s'en rendre compte, avait-il simplement vieilli. Peut-être que le garçon ne cherchait pas à le défier. Peut-être qu'il lui tendait simplement un miroir. Mais tout le monde ne voyait pas les choses de cette façon. Dans la salle du conseil des élèves, habituellement réservée à l'organisation d'événements et de concours, une autre sorte de réunion se tenait. Un petit groupe d'élèves était rassemblé, leur nom de famille lourd d'influence, leur famille profondément enracinée dans les cercles du pouvoir. Ce gamin devient le centre de tout, dit Ivan Mendoza, fils du ministre des Transports. Il fait passer les profs pour des incompétents. Ma mère m'a dit qu'un journaliste voulait même l'interviewer. Et si l'école essaie de l'expulser, ils ne peuvent pas, l'interrompit Elena Rosales, arrivée sans y être invitée, mais restée inaperçue jusque-là. Sa bourse est protégée par une fondation juridique, et il n'est pas juste intelligent, il est exceptionnel. Alors il va falloir qu'on règle ça nous-mêmes, marmonna Ivan. Elena resta silencieuse. Elle n'était pas venue pour parler, seulement pour observer. Mais à cet instant, quelque chose devint clair pour elle. Diego n'avait pas encore compris que la connaissance, aussi puissante soit-elle, peut aussi faire de vous une cible. Et les menaces les plus dangereuses ne viennent pas toujours des adultes. Parfois, elles portent un uniforme scolaire, des chaussures bien cirées et des sourires qui cachent toute autre chose. Pendant la semaine suivante, Diego poursuivit sa routine comme si rien autour de lui n'avait changé. Il assista à tous les cours, s'assit à la même place, ouvrit son cahier avec la même précision, écrivait avec la même intensité silencieuse, comme si, même si le monde extérieur s'effondrait, il resterait inchangé à l'intérieur. Mais ce que Diego ne comprenait pas, ou choisissait peut-être d'ignorer, c'est que ce n'étaient plus seulement les professeurs qui le surveillaient de près. Ses camarades de classe avaient aussi commencé à l'observer. Ce qui n'était autrefois que moquerie était devenu quelque chose de plus réfléchi, une tactique, un plan. Dans un coin reculé de la cour, hors de portée des caméras de sécurité et à l'abri des couloirs animés de l'école, Ivan Mendoza retrouvait deux alliés de confiance. Alejandro Farias, héritier d'une fortune textile, et Ignacio Falcón, dont le père était un juge fédéral respecté. Les trois étaient assis à l'ombre du plus vieil arbre du campus, leurs sacs ouverts devant eux comme des boucliers. Leurs visages restaient à moitié cachés dans l'ombre. « Ce petit morveux pense vraiment que l'école tourne autour de lui », siffla Ivan, en écrasant une feuille de papier dans sa main. « Même Esteban a peur de lui maintenant. » « Ce n'est pas de la peur, » dit Alejandro en secouant la tête. « C'est du respect. Et c'est encore plus dangereux. »« Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Ignacio. « On lui tombe dessus? On détruit ses affaires ?» Ivan esquissa un sourire lent, mais ce n'était pas le sourire d'un adolescent. C'était celui de quelqu'un qui avait vu les adultes agir sournoisement et qui avait appris. On va s'en prendre à la seule chose sur laquelle il compte, son cerveau. Comment? Plagiat. Les autres le regardèrent, perplexes. Ivan se pencha vers eux. On va le piéger, lui donner quelque chose qui a l'air intéressant, compliqué, dans une langue étrangère. On va lui demander de le traduire. Mais le texte sera protégé par des droits d'auteur, quelque chose de traçable. Ensuite, on dira qu'il a essayé de le faire passer pour son propre travail. On le dénoncera pour fraude académique. « Et s'il refuse de le traduire ?» demanda Ignacio. « Il refusera pas, » répondit Ivan sans hésitation, « parce que les génies ne peuvent pas résister à un défi. » Ce même après-midi, juste après la fin du cours de littérature comparée, Ivan s'approcha de Diego avec un cahier flambant neuf à la main. Il se montrait détendu, comme s'il n'y avait jamais eu de tension entre eux. « Salut, dit-il d'un ton fluide, je suis tombé là-dessus, chez moi. » Ça appartenait à un ami de mon père, de Prague. C'est écrit en vieux tchèque, je ne comprends rien. Mais apparemment, le contenu est brillant. Diego leva les yeux, surpris qu'Ivan lui parle sans son sarcasme habituel ni moquerie.
Tchèque, demanda-t-il. Ouais, répondit Ivan. Je me suis dit que tu pourrais peut-être essayer. Personne d'autre ici ne le pourrait. Considère ça comme un défi. Diego prit le cahier dans ses mains. Il le tint quelques instants, puis commença à en feuilleter les pages. L'écriture était serrée et précise, les phrases étaient longues, la structure dense mais élégante. Ça ne semblait pas être un faux. « Je ne suis pas sûr », admit Diego. « Je ne connais pas très bien le tchèque. »« Mais tu pourrais essayer, non ?» dit Ivan avec un léger sourire. Diego hésita, puis hocha lentement la tête. « Je vais essayer, mais je ne promets rien. » Ivan lui tapa sur l'épaule et s'éloigna, toujours souriant. De l'autre côté de la salle, Elena observait leur échange, les yeux plissés d'inquiétude. Plus tard dans l'après-midi, Diego s'enferma dans la petite bibliothèque de l'internat. Il avait déjà découvert que derrière une haute étagère d'encyclopédies se trouvait un vieux rayon abandonné. Il contenait des dictionnaires oubliés et des manuels de langue slave. Pendant des heures, il resta là à recouper des lettres, déchiffrer des symboles, étudier la phonétique et les significations. C'était un travail lent, épuisant. Certaines phrases n'avaient pas d'équivalent clair, d'autres ressemblaient à des fragments de poésie. Mais au fil de ces progrès, une chose devint évidente. Le texte ne ressemblait pas à de la fiction ou à de la prose. Il avait le ton et la structure d'un exposé formel, quelque chose qui s'apparentait à une conférence. Diego, sans savoir qu'il tombait dans un piège et concentré uniquement sur la recherche de vérité, traduisit soigneusement l'ensemble du texte dans son propre cahier. Lorsqu'il eut terminé, par simple habitude, il signa la dernière page de ses initiales. 2 jours plus tard, une onde de choc parcourut les couloirs de l'école. Les murmures devinrent des accusations criantes. Diego Navarro Jiménez aurait prétendument plagié un texte tchèque protégé par le droit d'auteur, essayant de le faire passer pour son propre travail. Les rumeurs se répandirent rapidement, incontrôlables, comme un feu de forêt en été. Personne ne savait exactement comment l'accusation était arrivée jusqu'à l'administration. Personne, sauf Ivan. Et même si personne n'osait le dire à voix haute, certains sentaient que quelque chose clochait. Elena était de ceux-là. Pendant le cours d'éthique et d'éducation civique, le directeur fit irruption dans la salle de manière inattendue. Il tenait une feuille imprimée à la main. « Diego Navarro Jiménez », lut-il à voix haute, « vous êtes prié de vous présenter au bureau du proviseur après ce cours. » Tous les regards se tournèrent vers Diego, mais il ne releva pas la tête. Il referma simplement son cahier d'un geste lent et maîtrisé. Pour la première fois, il ressentit une fatigue différente. Pas celle due aux études ou à l'exclusion, mais celle de comprendre que dans cet endroit, être trop intelligent pouvait vous rendre coupable. Ce soir-là, Elena tomba par hasard sur le cahier de traduction de Diego. Il avait été laissé dans un coin de la bibliothèque, oublié ou abandonné. Elle le parcourut page après page, analysant le travail avec attention. Et lorsqu'elle atteignit la fin, son souffle se coupa. Elle se figea. Le passage tchèque était authentique, mais il n'était pas récent. Il provenait d'un manuscrit du XIXe siècle, aujourd'hui considéré comme domaine public. Diego n'avait rien volé. Il avait simplement été trop brillant, trop compétent. Et quelqu'un l'avait détesté pour cela. Elena referma le cahier avec détermination. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais elle comprenait aussi le risque. Si elle le défendait, elle deviendrait elle aussi une cible, tout comme lui. La véritable question n'était pas de savoir si elle pouvait prouver son innocence. La vraie question ne portait plus sur la culpabilité ou l'innocence. C'était celle-ci. L'école était-elle prête à affronter la vérité? Que le garçon qu'ils avaient qualifié de grossier ou insignifiant était en réalité le seul capable de voir les choses clairement. Les murs du bureau du proviseur étaient recouverts de panneaux de bois sombres et bordés de livres qui n'avaient pas été touchés depuis des décennies. C'était l'endroit où les problèmes étaient gérés en interne, comme aimait le dire le conseil de l'Institut San Bartolomé. Pas d'avocat, pas de parents, pas d'enregistrement, juste des réputations, des décisions silencieuses et le silence. Diego était assis sur l'une des 2 chaises placées au centre de la pièce.
D'un côté, la vice-directrice Renata feuilletait des documents avec une expression vide. De l'autre, un professeur de mathématiques assistait à la réunion comme témoin officiel, mais semblait bien plus préoccupé par sa tasse de café. En face d'eux se trouvait le proviseur Andrés Vélez, un homme mince, au visage taillé comme dans la pierre. Il lisait un rapport imprimé avec une concentration intense. « Ce matin, commença-t-il sans lever les yeux, Diego Navarro Jiménez, vous êtes accusé d'avoir présenté une traduction comme étant votre propre travail. Un texte rédigé en tchèque, identifié comme un article académique, enregistré il y a 7 ans à l'université Charles de Prague. » Diego resta silencieux. Le proviseur leva enfin les yeux, attendant une réaction, mais le visage de Diego resta calme et impassible. « Le rapport indique, poursuivit-il, que cette traduction a été trouvée dans votre cahier personnel. Elle portait vos initiales. Souhaitez-vous répondre ?»« Je l'ai traduit, » dit Diego doucement mais clairement. « Étiez-vous au courant que le texte était protégé par des droits d'auteur ?»« Non. »« Comment en avez-vous eu possession ?»« Un camarade de classe me l'a donné, » répondit Diego. « Il m'a dit que ça venait d'un membre de sa famille. Rien d'officiel, juste pour s'entraîner. » « Quel camarade ?» Diego hésita. Il connaissait la réponse. Il pouvait dire le nom, mais il choisit de ne pas le faire. « Je ne me souviens pas, dit-il. » Le proviseur referma lentement le dossier. « C'est préoccupant, » murmura-t-il. Juste à l'extérieur du bureau, Elena Rosales faisait les 100 pas nerveusement dans le couloir, comme un lion en cage. Dans ses mains se trouvait le cahier de Diego, et par-dessus, une page imprimée montrant l'enregistrement officiel du document original, celui qu'elle avait trouvé plus tôt ce matin. Il n'était pas protégé, ce n'était pas un essai universitaire. C'était un manuscrit datant de 1862, enfoui dans les archives numériques d'une bibliothèque hongroise. Diego n'avait rien volé. Il avait découvert un texte ancien et lui avait redonné vie par la langue. Ce qu'il avait fait n'était pas seulement légal, c'était brillant. Elena savait que si elle ne parlait pas maintenant, il serait renvoyé. Parce que dans des institutions comme celle-ci, l'injustice n'a pas besoin de preuves. Elle a seulement besoin de silence. C'est pourquoi elle n'attendit pas. Elle frappa une fois, puis entra directement. « Quelle est la signification de cette interruption ?» demanda sèchement le proviseur. « Cette réunion est à huis clos. »« Alors allez-y, renvoyez-moi aussi, » répondit Elena fermement en avançant droit vers le bureau. « Mais d'abord, lisez ceci !» Elle déposa les papiers sur la table. Voici la source que Diego aurait prétendument plagiée. Ce n'est pas un essai protégé, c'est un manuscrit hongrois du 19e siècle. Il a été numérisé il y a 5 ans. Il n'a rien copié. Il a traduit un document historique oublié, et il l'a fait avec brio. Si c'est une faute passible de sanction, alors je devrais être suspendu moi aussi, pour savoir lire. Un profond silence envahit la pièce. La vice-directrice Renata parcourut les papiers, puis leva les yeux, un sourcil légèrement relevé. « La source est exacte, » confirma-t-elle. « C'est légitime, et honnêtement, ça tient la route. Qui d'autre dans cette école aurait pu traduire un tel texte ?» Le proviseur serra la mâchoire. Il inspira longuement avec tension. « Ce n'est pas la première fois que ce jeune homme crée des perturbations, » dit-il entre ses dents. « Des perturbations, » répéta Elena. « Ou bien est-ce simplement parce que vous ne supportez pas qu'il ne soit pas quelqu'un que vous pouvez contrôler ?» La pièce sembla soudain plus étroite. Toujours assis, Diego tourna les yeux vers Elena. Il y avait quelque chose comme de la gratitude dans ses yeux. Mais il ne sourit pas. À la place, il baissa le regard, parce qu'il comprenait ce qui venait de se passer. Elle avait choisi de se tenir à ses côtés, et ce choix avait un prix. 1 heure plus tard, l'école publia un communiqué privé. Après examen des preuves, il a été déterminé que l'élève Diego Navarro Jiménez n'a pas commis de plagiat. L'affaire était officiellement close. Il n'y eut aucune excuse, aucune tentative de réparation, juste une annonce sèche, suivie d'encore plus de rumeurs flottant dans les couloirs. Mais parmi les élèves, le changement fut immédiat. Certains commencèrent à regarder Diego avec un nouveau respect. D'autres
avec malaise, mais la plupart avec une amertume silencieuse parce que le système avait essayé de le briser et avait échoué. Et à San Bartolomé, survivre à ce qui devait vous détruire n'était pas vu comme une force, c'était vu comme de la défiance. Et cela, c'était impardonnable. Ce soir-là, dans le vestiaire, Ivan Mendoza frappa le mur du poing. « Putain de petit intello » grogna-t-il, « elle a tout gâché. » « Elle ne l'a pas fait pour lui, dit Alejandro, adossé au banc. Elle l'a fait parce qu'elle a peur. »« Peur de quoi ?» siffla Ivan. « De quelqu'un qu'on ne peut pas faire taire avec des ragots. » Ivan le fixa froidement. « Ne sois pas naïf, dit-il. Tout le monde a un point faible, même ceux qui citent du latin. » Ailleurs, dans le coin le plus éloigné et le plus silencieux de la bibliothèque, Diego était assis, son cahier ouvert. Mais cette fois, il ne traduisait pas. Il écrivait quelque chose à lui, sa propre histoire, parce qu'il comprenait désormais quelque chose d'important. Pendant que les autres parlaient, lui écrivait. Et les écrivains n'ont pas toujours besoin d'élever la voix. Parfois, ils n'ont qu'à attendre, parce que les mots écrits avec soin durent bien plus longtemps que ceux criés avec colère. Les cris s'envolent avec le vent, mais l'écriture demeure. Après la publication de la note interne de l'école, les choses reprirent leur cours, mais pas leur paix. Diego n'avait pas été renvoyé, mais il n'avait pas été blanchi avec honneur non plus. On l'avait laissé à sa place, comme une tache sur une surface parfaite, un rappel silencieux de ce qui n'était pas censé exister. Il n'était plus seulement le garçon à la bourse, il était devenu pire, une exception, quelqu'un qui avait survécu au système. Et survivre sans permission est quelque chose que le système ne pardonne jamais. Les jours commencèrent à passer avec une nouvelle lourdeur. En l'an 1900, classe, commença le professeur Esteban d'une voix ferme comme toujours. Il continua d'enseigner avec autorité, des cours complexes, un ton mesuré. Mais ses yeux ne croisèrent jamais ceux de Diego. C'était comme s'il choisissait de ne pas voir ce qu'il ne pouvait plus contrôler. Les camarades de Diego ne croisaient pas non plus son regard. Mais il murmurait, et les mots chuchotés coupent plus profondément que ceux criés. Parfois, c'était une épaule qui le heurtait dans le couloir, ou une chaise déplacée juste assez pour le faire trébucher. Un rire étouffé lorsqu'il levait la main pour répondre. Pourquoi lève-t-il encore la main? Il l'a probablement appris en tchèque ou en martien. Diego ne dit rien. Il continuait simplement à écrire, mais pas toujours à l'encre. Il avait commencé à remplir son cahier de mots qu'il ne pouvait partager avec personne, des pensées qui ne rentraient pas dans les marges des cahiers, des idées venues d'un endroit plus profond, coincées entre sa poitrine et ses doigts. Je ne suis meilleur que personne. Je refuse simplement de devenir comme tout le monde. Ceux qui crient avec autorité craignent ceux qui écrivent en silence. Les sages ne sont pas moqués, ils sont isolés. Assise 2 rangs devant lui, Elena ressentait le poids du silence de Diego s'abattre sur elle. Il ne s'était pas parlé depuis ce jour-là dans le bureau du proviseur. Pas par distance, mais parce qu'ils savaient tous les deux qu'un seul mot mal placé pourrait refaire d'eux des cibles d'un danger plus grand que la moquerie, quelque chose de coordonné. C'était un matin gris, des nuages couvraient le ciel. L'odeur de terre mouillée emplissait l'air. Diego ouvrit son casier et y trouva une grande enveloppe, sans nom, sans expéditeur. Juste une feuille de papier, tapée au centre une seule phrase. « Ton sang n'est pas celui d'un génie, c'est celui d'un traître. Renseigne-toi sur ton père Diego. » Il lut le message une fois, puis une deuxième, puis une troisième fois. Il ne comprenait pas vraiment ce que cela signifiait, mais son corps, lui, comprit. Ses mains se mirent à trembler, sa bouche devint sèche, pas de peur, mais d'autre chose. De reconnaissance, parce que le mot « père » ne faisait pas partie de son histoire. C'était une absence, un silence que personne n'avait jamais osé expliquer. Ce soir-là, Diego retourna dans sa chambre sans dire un mot. Il ne se rendit pas à la bibliothèque, n'ouvrit aucun livre, n'écrivit pas une seule ligne. Il s'assit simplement au bord de son lit, l'enveloppe toujours dans sa poche, appuyée contre sa jambe, et pour la première fois depuis longtemps. Il pleura, pas de tristesse, mais de colère, parce qu'il comprenait maintenant, avec une douloureuse clarté. Il ne s'en prenait pas à ses cahiers, il visait sa vie.
Au même moment, à l'autre bout du couloir, Elena ouvrit son casier. À l'intérieur se trouvait un autre mot. Mais celui-ci n'était pas tapé, il était écrit à la main. Si tu continues à le défendre, tu tomberas avec lui. Peu importe combien de langues il parle, la peur, elle, se parle dans toutes. Le vent s'engouffra par les fenêtres du dortoir, discret mais tranchant. Comme un avertissement, quelque chose était en train de changer dans l'école, quelque chose de plus grand que la jalousie, plus grand que l'orgueil, et bien plus dangereux que les deux. C'était la machine d'un système qui ne pouvait tolérer la moindre faille. Et Diego, c'était une faille qu'il ne pouvait pas dissimuler avec une bourse, une plaque ou une punition. Car sa force ne résidait pas dans la puissance de sa voix ni dans les vêtements qu'il portait. Elle se trouvait dans les mots qu'il écrivait et dans ceux qu'il gardait cachés. Au fond de l'école, un vieux concierge balayait le couloir comme il le faisait depuis des années. Il avait vu passer des générations d'élèves, mais parlait rarement. En nettoyant près des casiers, il ramassa une feuille froissée. Avant de la jeter, il la déplia. Elle contenait une seule phrase, « Veritas filia temporis ». La vérité est la fille du temps. Il lut ces mots en silence, puis sourit, à peine. Comme si, sous toute la pierre polie et la pourriture cachée, il restait encore une lueur de vérité quelque part. Cette nuit-là, l'obscurité tomba sur l'école comme un lourd rideau. Les couloirs sombrèrent dans le silence, troublés seulement par le bourdonnement des néons vacillants. Chaque dortoir ressemblait à une boîte scellée, et pour Diego, le sommeil ne vint jamais. Il était assis sur son lit, le dos appuyé contre le mur froid, fixant encore et encore le billet anonyme. « Ton sang n'est pas celui d'un génie, c'est celui d'un traître. Demande qui est ton père. » Les mots ne criaient pas, mais ils transperçaient, comme une aiguille invisible sous la peau, car Diego n'avait pas de père, ou du moins aucun père qu'il ait jamais connu. Depuis qu'il était petit, chaque fois qu'il demandait, sa mère détournait les yeux. « Ce n'est pas quelque chose que tu dois savoir », disait-elle toujours. « Il est parti, et c'est mieux ainsi. » Il n'y avait pas de nom, pas de photographie, pas d'explication, juste le silence. Jusqu'à présent, Diego avait accepté ce silence. Il faisait partie de son monde, comme une personne qui n'a jamais vu la mer ne sait pas qu'elle peut lui manquer. Mais maintenant, quelqu'un l'avait poussé vers cette mer inconnue. Non pour l'explorer, mais pour s'y noyer. Le lendemain matin, Diego se leva avant la première cloche. Il avança discrètement dans les couloirs vides et se rendit à la salle des archives, un endroit interdit où l'on conservait les dossiers. Historique des élèves, anciens documents, admission. Nul n'avait le droit d'y entrer sans autorisation. Mais Diego ne demanda pas. Il savait qu'il n'avait que quelques minutes avant que quelqu'un n'arrive. Il fouilla les étagères consacrées aux bourses, puis aux lettres de recommandation, puis enfin au dossier d'admission. Il était là, son dossier. Couverture brune, étiquette usée. Il l'ouvrit, les mains glacées. À l'intérieur, il trouva des dossiers médicaux, des papiers d'identité, une lettre de la religieuse qui avait parrainé son admission, et un formulaire d'inscription. Il était signé par quelqu'un dont il n'avait jamais entendu parler, indiqué comme son tuteur légal, Samuel Jiménez Muñoz. Jiménez, son propre deuxième nom de famille. Samuel, un prénom jamais prononcé à la maison. Il n'y avait pas de photo, seulement une petite note griffonnée dans la marge. Visite interdite, confidentielle. Le cœur de Diego battait à tout rompre. Il referma soigneusement le dossier et le replaça exactement là où il l'avait trouvé. Il sortit de la salle des archives avant que quelqu'un ne le voie. Mais ses pensées n'étaient pas avec ses pas. Elles restaient fixées sur une seule question. Qui était Samuel Jiménez? Et pourquoi quelqu'un l'aurait-il traité de traître? Elena le trouva dans la bibliothèque plus tard ce matin-là. Il était assis à une table, fixant dans le vide une vieille carte. Il ne lisait pas, il ne pensait pas, il était juste là. « Tu n'étais pas en cours d'histoire », dit-elle doucement. Il ne répondit pas. Il s'est passé quelque chose. Diego leva lentement les yeux. Ils étaient sombres, lourds. « Tu as un père ?» demanda-t-il. Elle cligna des yeux. La question la prit de court. « Oui, répondit-elle, je ne le vois pas souvent, mais je sais qui il est. » Diego baissa de nouveau le regard. « Et tu sais comment il est ?»« Bien sûr. »
Il hocha la tête. « Moi non, Elena. » Elle s'assit à côté de lui sans rien dire. Elle n'en avait pas besoin. Parfois, le silence dit plus que la consolation. Après un long moment, Diego sortit une feuille pliée de sa poche. Pas le billet de l'autre fois, un nouveau, quelque chose qu'il avait écrit la veille. Elena le lut en silence. « Si tu ne connais pas ta racine, tu pousseras de travers, même si tu fleuris. » Cet après-midi-là, après le déjeuner, une femme âgée entra dans l'école, pas par le portail principal, mais par l'arrière, l'aile de service, un endroit où les élèves allaient rarement. Elle portait un manteau sombre, ses cheveux attachés en arrière, son visage tendu, impénétrable. C'était sœur Teresa, la religieuse qui avait organisé la bourse de Diego, l'une des rares personnes à connaître son histoire avant qu'il ait les mots pour la raconter. Elle fut amenée à rencontrer en privé la directrice adjointe, Renata Vasquez. « Savez-vous pourquoi nous vous avons convoqué ?» demanda Renata. « Je crois que oui. » Qui était Samuel Jiménez? Sœur Teresa ferma les yeux un instant, puis répondit doucement « Un homme que Diego n'aurait jamais dû connaître. » Et quel était son lien avec le garçon? Il n'y avait pas de lien officiel. « Vous voulez dire hors registre ?» demanda la religieuse doucement, en baissant les yeux. C'était son père. Un lourd silence suivit. « Est-il encore en vie ?»« Honnêtement, je n'en sais rien. » Pourquoi son nom est-il tenu confidentiel? Parce que son passé n'est pas net. Qu'entendez-vous par là? Sœur Teresa expira lentement. Cela signifie que si la vérité éclate un jour dans cette école, cela ne détruira pas seulement le garçon. Ils l'exploiteront ou l'effaceront complètement. Pendant ce temps, Diego écrivait encore, noircissant page après page dans son carnet. Mais il ne copiait pas de notes et ne faisait pas ses devoirs. Il écrivait une lettre. Il ne savait pas à qui il l'enverrait, peut-être à personne, mais il devait laisser sortir les mots. Quelque chose en lui avait changé. Il ne voulait plus seulement maîtriser les langues, lire des livres compliqués ou traverser le système. Il voulait découvrir d'où il venait. Et si son père avait été marqué comme traître, alors il y avait une histoire enfouie dans son sang. Une histoire que personne ne semblait prêt à affronter. Les murmures couraient plus vite que le son des cloches de l'école. Après la visite secrète de sœur Teresa, certains professeurs se mirent à parler à voix basse. Certains organisaient des documents, d'autres passaient des appels impossibles à tracer qui n'apparaîtraient pas dans les registres du système de 1900. Quelque chose avait été déclenché. Une blessure s'était rouverte, une fissure laissant entrer le vent d'un passé que tous croyaient enfoui depuis longtemps. Mais il n'avait pas disparu. Il dormait seulement, attendant quelqu'un, un garçon trop naïf ou trop courageux pour savoir mieux, pour le révéler avec des mains déjà marquées par la vérité. Ce garçon, c'était Diego. Le cours de sciences politiques de cette semaine-là fut interrompu par un visiteur du ministère de l'Éducation. L'annonce semblait routinière, mais son expression trahissait une autre réalité. Il était grand, sa voix tranchante et son sourire si figé qu'il paraissait faux. « Juste une inspection standard, dit-il. Rien de personnel, rien d'inquiétant. » Mais tout le monde le sentait, c'était très personnel, et c'était bien une raison d'avoir peur, car lorsque le pouvoir descend de ses tours pour observer des enfants, ce n'est jamais par curiosité. Diego fut discrètement convoqué au bureau du principal, pas de billet écrit, aucun assistant ne vint le chercher. Le professeur Esteban entra et l'appela d'un ton plat. « Navarro Jiménez, viens avec moi. » Diego se leva sans un mot. Elena essaya d'attirer son regard, mais il ne la remarqua pas. Il était trop absorbé par ses pensées. 3 adultes l'attendaient, le principal Vélez, la vice-principale Renata et l'inspecteur. « Diego, » dit le principal d'une voix excessivement polie, « assieds-toi s'il te plaît, nous voulons juste parler. » Diego s'assit. « Il y a eu quelques préoccupations, » commença Renata, « à propos de vieux documents dans ton dossier. Rien de grave. Nous aimerions seulement savoir si tu as déjà entendu parler de quelqu'un nommé Samuel Jiménez. » L'inspecteur interrompit. Diego sentit sa gorge se serrer. « J'ai lu ce nom sur un document de mon dossier. Savez-vous qui il était ? » « Non,
Voulez-vous le découvrir? Diego fit une pause, puis répondit « Oui, mais je ne suis pas sûr que vous me direz la vérité. » Le silence tomba sur la pièce comme un poids. Personne ne bougea. L'inspecteur esquissa un mince sourire. « C'est une réponse intelligente. » Il n'apparaît dans aucun registre officiel, poursuivit le principal. Mais il y a des décennies, il aurait été impliqué dans des activités politiques risquées. Quel genre d'activité? De la dissidence, des critiques du système, des idées radicales. À l'époque, ces mots suffisaient à envoyer quelqu'un en prison ou à le faire disparaître, ajouta Renata. Diego fronça les sourcils. Et quel rapport tout cela a-t-il avec moi? L'inspecteur le fixa droit dans les yeux. Il porte ton nom de famille. Diego se pencha en avant. Et qu'y a-t-il de si menaçant dans ce nom? Pourquoi fait-il peur aux gens? Que s'est-il passé dans cette école il y a 22 ans dont personne ne veut parler? L'atmosphère s'alourdit. Le principal se tortilla, mal à l'aise. Samuel Jiménez avait autrefois étudié à San Bartolomé. Il avait été l'un des meilleurs élèves. Comme toi, dit le principal. Mais, poursuivit Renata, durant sa dernière année, il avait dénoncé la corruption interne, l'interdiction de certains livres et la discrimination envers les étudiants boursiers. Il fut expulsé sans aucune audience, ajouta l'inspecteur. Puis il disparut. Diego sentit un bourdonnement dans ses oreilles. Qu'attendez-vous de moi? Nous devons savoir s'il t'a déjà enseigné quelque chose, dit l'inspecteur. S'il t'a donné des documents, si quelqu'un t'a contacté en son nom, ou si tu as écrit quelque chose. De semblable. Les mains de Diego se crispèrent en poing. J'écris seulement ce que je crois. Et que crois-tu? Quelque chose de proche de ce qu'il croyait. Diego se leva de sa chaise. Je ne saurais pas vraiment car je ne l'ai jamais rencontré. Parce que vous l'avez effacé de tous les registres. Assieds-toi, ordonna le principal. Non, répondit fermement Diego, ce n'est pas à vous de décider. Tout comme ce n'était pas à moi de finir dans cette école. Mais j'y suis maintenant. Et si dire la vérité à travers mon écriture fait de moi une menace, alors le problème ne vient pas de mon nom de famille. Hey, le principal ne dit rien, mais sa mâchoire serrée parlait d'elle-même. L'inspecteur laissa échapper un long soupir. Merci, Diego. Tu peux disposer. En sortant du bureau, les jambes de Diego tremblaient, mais ce n'était pas de peur. C'était de la colère, une colère profonde, brûlante. Car maintenant il avait compris. Il ne cherchait pas seulement à réduire sa voix au silence. Il voulait qu'il hérite de leur silence, qu'il le porte comme un fardeau. Mais il refusa. Cette nuit-là, Diego découvrit une nouvelle enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, aucune menace, seulement une photocopie d'un vieil article de journal. Un étudiant rebelle de San Bartolomé disparaît après avoir dénoncé un réseau de censure académique. L'article avait été découpé, la photo était floue, mais un détail ressortait, la signature Samuel Jiménez. En dessous, écrit à l'encre fraîche, se trouvaient ces mots. Ce qui a commencé avec toi ne s'arrête pas avec toi. Tu continues une histoire que d'autres ont essayé d'enterrer. Fais le bien. Diego ferma les yeux. Il comprit. Il n'écrivait plus seulement pour lui-même. Il écrivait pour ceux qui n'avaient jamais eu la chance de signer leur nom. Le lendemain matin commença par un étrange calme. Le ciel était clair et la brise effleurait à peine le sommet des arbres. La cloche sonna pile à l'heure. Tout paraissait normal. Mais à l'intérieur des murs de San Bartolomé, une tension flottait, une attente muette, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Diego entra en classe les mains vides. Pas de carnet, pas de sac, pas de stylo. Juste une enveloppe pliée serrée dans sa main. Il s'assit à sa place habituelle, au fond, mais il ne fixa pas le tableau. Il regarda autour de lui, étudiant les murs, les fenêtres, les visages de ses camarades, comme s'il lisait l'école entière pour la dernière fois. Pendant le cours de littérature, la professeure Renata demanda des volontaires pour lire un poème à voix haute. La plupart des élèves marmonnèrent des excuses. Mais Elena se porte volontaire sans hésiter.
Elle lut un texte de Benedetti d'une voix calme et claire. Puis, ce fut le tour de Diego. Il n'ouvrit pas de livre. Au lieu de cela, il se leva et posa l'enveloppe sur le bureau. « Je n'ai pas apporté de poème, dit-il, mais j'ai apporté un texte. »« L'as-tu écrit toi-même » demanda la professeure, un peu mal à l'aise. « Oui. Veux-tu le lire ?» Diego acquiesça, et alors l'école retint son souffle. Sa voix n'était pas forte, mais ferme. Elle ne tremblait pas, elle ne s'interrompait pas. C'était la voix de quelqu'un qui s'était tu trop longtemps, qui avait appris à parler non pas avec sa bouche, mais depuis la partie la plus profonde de lui-même. « Je suis né sans le nom d'un père, sans patrie, sans héritage. On m'a dit que cela faisait de moi une honte. On m'a appris à rester silencieux, à ne pas causer de problèmes, à ne pas me distinguer, à ne pas corriger ce qui était faux. Mais j'ai commis une erreur, j'ai appris à lire. Et en lisant, j'ai trouvé des mots plus anciens que la peur, des mots qui ne s'achètent pas et qui ne s'inclinent pas devant le pouvoir. Alors j'ai commencé à écrire. J'ai écrit parce que c'était la seule façon que je connaissais pour exister. Parce que si je ne parlais pas de ce que je vivais, quelqu'un d'autre parlerait à ma place. Maintenant, on me traite de problème, de copie, de danger. Mais je ne suis pas là pour inspirer la peur. Je suis là pour transformer l'injustice en un langage que les gens peuvent comprendre. Et si cela vous effraie, ce n'est pas à cause de qui je suis. C'est à cause de ce que je pourrais écrire quand personne ne m'arrête. La salle resta muette. Personne ne fit un bruit. Personne ne bougea. Le temps lui-même sembla suspendu. Puis, sans un mot, Elena applaudit. Une fois, lentement, sincèrement. Puis un autre élève se joignit, puis un autre, jusqu'à ce que plus de la moitié de la classe applaudisse, brisant le mur invisible que l'école avait construit au fil des années de silence. La professeure tenta de ramener l'ordre. « Merci, Diego. » Mais cela ne faisait pas partie du programme d'aujourd'hui. Diego hocha la tête. « Je sais, » répondit-il, « mais ma vie non plus n'était pas censée finir ici. » Puis il se rassit, les yeux inébranlables, la poitrine grande ouverte. 1 heure plus tard, la vidéo circulait déjà parmi les élèves. Quelqu'un l'avait filmée, quelqu'un l'avait mise en ligne, et des milliers l'avaient déjà vue. Ceux qui savent écrire ne restent pas silencieux. C'était le titre. San Bartolomé se désagrégeait de l'intérieur. Cet après-midi-là, le principal Vélez convoqua une réunion d'urgence du conseil. « Ce garçon va ruiner la réputation de notre école », avertit-il. « Si la presse l'apprend, nous serons sous enquête sérieuse. »« Nous le sommes déjà », répondit calmement la vice-principale Renata, « et ce n'est pas à cause de lui. » « Alors, quelle est ta suggestion? Lui donner un prix? Ma suggestion est d'arrêter de le traquer comme s'il était l'ennemi, et si nous n'arrêtons pas, il va falloir apprendre à nous adapter. » Le principal frappa la table de sa main. « Nous ne nous adaptons pas à un étudiant boursier qui se prend pour un martyr. »« Ce n'est pas une mise en scène, » dit Renata en se levant. « C'est la vérité. Et peu importe combien tu essaies de la cacher, la vérité laisse une marque permanente. » Ce soir-là, Diego trouva un mot glissé sous sa porte. Ce n'était pas une menace, ce n'était pas un code secret, juste une feuille avec 2 lignes écrites d'une écriture ancienne. Les mots peuvent construire des murs ou ils peuvent les abattre. Tout dépend de qui les prononce et de qui les écoute. En bas figurait l'initiale, S. Samuel Jiménez. Était-il encore en vie? Ou quelqu'un écrivait-il en son nom? Diego plia soigneusement le mot, alla à son bureau et commença une nouvelle page. Pas pour se défendre cette fois, mais pour laisser une trace. Il avait compris maintenant, si son père avait été effacé pour avoir dit la vérité, alors lui devait écrire pour que d'autres ne soient pas effacés. Ce lundi, en entrant en classe, Diego remarqua immédiatement quelque chose de différent. Les bureaux n'étaient pas alignés en rangées, ils avaient été disposés en cercle. La professeure de philosophie, une femme stricte, aux grosses lunettes et à la voix aiguë, métallique, les accueillit avec une annonce inattendue. « Aujourd'hui, nous allons discuter de la résistance. » Un lourd silence tomba sur la salle. Personne ne bougea. « La résistance, » répéta-t-elle, « en tant que concept social, moral, politique et humain. Qui veut commencer ?»
Personne ne leva la main, jusqu'à ce qu'Elena tourne la tête vers Diego. Il sut que c'était à lui. Il se leva calmement. « Résister, dit-il, c'est rester fidèle à ce que l'on est, même quand le monde te dit de ne pas exister. » La professeure hocha la tête gravement. « En écrivant et en lisant, ajouta-t-il, parce qu'on ne peut pas combattre ce qu'on ne comprend pas. Et pour comprendre, il faut tout lire, même ce qu'ils ne veulent pas que tu vois. » La classe se transforma. Pour la première fois, les élèves écoutèrent vraiment. Il n'y avait pas de blagues, pas de distractions, pas de regards vides. Les élèves commencèrent à s'ouvrir sur leur famille, leur silence, leur lutte. L'un avoua qu'il détestait le nom de famille qu'il portait. Un autre confessa qu'il n'avait jamais fini un livre, mais qu'il voulait commencer maintenant. Elena dit quelque chose qui resta gravé en chacun. « Ils nous ont appris à être parfaits, mais ils ne nous ont jamais appris à être vrais. » Ce jour-là, San Bartolomé ne changea pas complètement, mais une fissure apparut. Une fracture profonde de vérité, d'honnêteté, d'inconfort, et chaque fissure est une menace pour ceux qui ont construit des murs. En quelques heures, le principal reçut un appel du Conseil central. « Des rapports font état d'activités non autorisées », dit une voix glaciale à l'autre bout. « Vous avez franchi la limite. » Les salles de classe deviennent des forums, des discours, des enregistrements diffusés publiquement. Que se passe-t-il dans votre école? Il y a un élève qui transforme les mots en armes, répondit le principal, et les autres commencent à le suivre. Arrêtez-le, ordonnèrent-ils, avant que cela n'explose. Ce même après-midi, le conseil scolaire publia une résolution interne. Un examen complet serait mené sur tout matériel écrit, imprimé ou partagé à San Bartolomé. Toutes les activités extrascolaires non approuvées étaient suspendues. Les élèves devaient remettre leur cahier d'écriture pour évaluation. Ils appelèrent cela une mesure préventive, mais tout le monde savait ce que c'était vraiment, la censure. Diego ne réagit pas avec indignation, il ne fit pas d'affiche. Il n'écrivit pas de lettres de protestation. Il ouvrit simplement son cahier, arracha les pages les plus personnelles et les cacha dans une boîte en carton sous les planches endommagées du plancher de la bibliothèque. Pas parce qu'il avait peur, parce qu'il était intelligent. Il savait que ses mots n'étaient plus en sécurité, ni sur le papier, ni dans son sac, ni dans une école gouvernée par la peur. Il n'était en sécurité que dans sa mémoire et dans celle de ceux qui les avaient déjà entendus. Ce soir-là, quelqu'un frappa à sa porte. C'était Elena, tenant un carnet qui ressemblait exactement au sien. « Ne le rends pas, dit-elle. On n'écrit plus pour des notes. On écrit pour exister. » Diego la regarda dans les yeux. « Et s'ils nous expulsent? Alors on construira une école dont ils ne pourront pas nous expulser. » Et pour la première fois, Diego sourit. Un vrai sourire. Le changement ne flottait pas seulement dans l'air parmi les élèves. Même certains professeurs commençaient à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir. L'un des professeurs, le plus jeune de l'équipe à seulement 29 ans, laissa anonymement une lettre dans la salle des profs. Elle disait « Si un élève doit nous apprendre le courage, alors nous avons échoué en tant qu'enseignants. » Le lendemain, la lettre avait disparu, mais elle avait déjà été vue. Plus important encore, elle avait été ressentie. Le système, cependant, était loin d'être inactif. Alors que Diego gagnait un respect discret parmi ses camarades, une nouvelle stratégie fut mise en place. Elle n'était ni bruyante ni agressive. Il n'y avait ni insulte ni menace directe. Cette approche était plus dangereuse, enracinée dans une forme d'isolement institutionnalisé. 2 jours plus tard, Diego fut convoqué pour un entretien avec la responsable du service d'orientation. Elle lui sourit chaleureusement en parlant. « Nous voulons t'aider à trouver ta vraie voie, » dit-elle. « Nous pensons qu'un programme spécial te conviendrait mieux, un programme plus calme et plus approprié. » « Approprié pour qui ?» demanda Diego. « Pour quelqu'un comme toi. Tout le monde ne s'épanouit pas en groupe. Donc vous m'écartez. Non, nous te protégeons. Me protéger de quoi ?» Elle marqua une pause avant de répondre. « De toi-même, Diego. » Il quitta le bureau avec l'impression que son cœur avait été broyé dans sa main.
Ce n'était pas une suggestion, c'était un avertissement. Il ne voulait pas l'expulser, il voulait l'isoler, neutraliser sa présence sans attirer l'attention. Ce soir-là, il ouvrit son casier et y trouva une note manuscrite, ancienne et irrégulière. Ils ne te réduisent pas au silence à cause de ce que tu dis, mais à cause de ce que tu fais naître dans l'esprit des autres. Diego plia la note, ferma le casier et comprit quelque chose de profond. Son combat ne faisait que commencer. Dès ce jour-là, il ne s'assit plus jamais au fond de la classe. Pendant 50 ans, cette place avait été un refuge, comme se cacher derrière un rideau usé, en espérant rester invisible. Mais les choses avaient changé. Il n'écrivait plus seulement pour y voir clair ou pour résister en silence. Il écrivait pour provoquer un changement. C'est pourquoi, à partir de cette semaine-là, il commença à s'asseoir au milieu, pleinement exposé, vulnérable et ouvertement défiant. L'administration intensifia la pression. Les annonces aux haut-parleurs se firent plus fréquentes, déguisées en rappels scolaires. Les élèves sont rappelés que les carnets personnels doivent servir uniquement à un usage scolaire. Toute discussion de groupe doit être autorisée par les coordinateurs pédagogiques. Le partage de matériel non approuvé entraînera une procédure disciplinaire. Ce fut une guerre silencieuse, les mots contre la structure, les idées contre la répétition, la mémoire contre la peur. Pendant ce temps, Elena forma un groupe d'études avec 3 élèves qui n'avaient jamais interagi avec Diego auparavant. Ils se nommèrent les lecteurs fantômes. Ils se réunissaient dans l'ancienne salle où étaient autrefois conservées les cartes, un endroit que personne ne visitait, même pas la sécurité. Là, ils lisaient des œuvres interdites, discutaient de discours historiques et exploraient des idées exclues du programme scolaire. « On n'est pas un club », expliqua Elena. « On est un reflet. »« Un reflet de quoi ?» demanda un élève. « De l'école qu'ils essaient de cacher. » Diego n'assistait pas à ces réunions, mais il en était conscient. Il commença à laisser de courts textes sur des bureaux vides, chacun signé d'un symbole, le soleil. Personne ne savait exactement qui les déposait, mais tout le monde en avait une bonne idée. Et c'était suffisant. Quand le directeur apprit l'existence du mouvement, il mit en place une nouvelle stratégie. Briser l'unité du groupe de l'intérieur. Il créa un nouveau poste, le coordinateur de l'intégrité scolaire. Officiellement, ce rôle visait à maintenir la paix et surveiller l'environnement scolaire. Mais en réalité, c'était une forme subtile de censure. L'enseignant choisi était jeune, arborait un sourire bienveillant et était extrêmement dangereux. Il s'appelait Felipe Ramirez. 3 jours après sa prise de fonction, il convoqua 10 élèves, un par un, Elena incluse. « Nous savons dans quoi tu es impliqué, dit-il en posant une feuille blanche devant elle. Nous n'allons pas te punir. Nous voulons juste comprendre pourquoi. » Elena ne répondit pas. « Tu n'es pas en danger, » ajouta-t-il. Elle le fixa. « Ce n'est pas à toi d'en décider. »« Bien sûr que si, » dit-il en baissant la voix. « Cette école ne fonctionne pas sur la vérité. Elle fonctionne sur le contrôle. » Elena se leva. « Alors il est peut-être temps de changer les fondations. » Elle sortit, tremblante. Cet après-midi-là, elle trouva Diego à la bibliothèque. Elle ne dit rien. Elle lui tendit simplement une feuille de papier, un rapport de surveillance. Son nom était en haut de la page. Navarro Jiménez, Diego. On y trouvait des dates, des descriptions de comportements observés, des comptes rendus d'interaction, même des citations de ses écrits, des interprétations personnelles. En bas, une ligne ressortait en rouge. Niveau d'influence, critique. Le sujet présente un potentiel de mobilisation incontrôlable. Diego lut chaque mot, l'estomac noué. « Il te surveille », murmura Elena. « Ils nous surveillent tous », répondit Diego. Et pour la première fois, ils décidèrent de riposter. Pas avec les poings, pas avec le chaos, pas même avec des cris. Ils allèrent se battre avec la seule chose qui leur avait toujours été refusée, les mots. 2 jours plus tard, des feuilles de papier commencèrent à apparaître dans les couloirs de l'école, soigneusement scotchées tous les quelques mètres. Elles n'étaient pas signées, elles n'étaient pas agressives. Elles disaient simplement la vérité. Les bibliothèques fermées sont des tombes pour les idées.
La peur porte plus de masques que le courage. On ne peut pas attendre que des voix s'élèvent d'une éducation bâtie dans le silence. Nous ne sommes pas une menace. Nous sommes un reflet. Bien que le personnel les arrachait rapidement, d'autres apparaissaient toujours, pendant les pauses déjeuner, dans les toilettes, sous les bureaux, et même glissés dans les manuels d'histoire. Diego n'était pas l'auteur de chaque message, mais sa présence les avait tous inspirés. Et cela valait plus qu'une signature. Le directeur convoqua à nouveau le personnel pour une réunion d'urgence. Qui imprime ça? Qui les distribue? Qui laisse faire? Mais à ce moment-là, personne n'avait de réponse. Il n'y avait pas d'organisateur, pas de leaders évidents, juste une prise de conscience. Et quand la conscience se répand, elle ne peut pas être expulsée, punie ou réduite au silence. Ce soir-là, Diego découvrit une nouvelle note dans son casier. Une seule phrase, n'écris pas pour être applaudi, écris pour être inoubliable. Aucun nom n'y figurait, mais Diego sut instantanément qui l'avait laissé. Quelqu'un qui observait encore dans l'ombre. Quelqu'un qui croyait toujours. Le lendemain, le coordinateur de l'intégrité scolaire déposa une enveloppe scellée sur le bureau du directeur. À l'intérieur se trouvait un plan formel, une proposition, une stratégie. Titre, réaffectation académique sélective. Son but, démanteler sans confrontation. En haut de la liste figurait le nom de Diego. Le document n'avait aucun tampon officiel, mais son intention était claire. Il portait le poids de décisions silencieuses prises dans des recoins inaperçus. L'objectif était clairement énoncé, rétablir l'ordre institutionnel en minimisant les contacts entre individus à influence perturbatrice. Diego apparaissait en premier sur la liste, suivi de 5 autres élèves. Parmi eux, Elena Rosales. La méthode, les disperser, changer leur classe, modifier leurs emplois du temps, restreindre l'accès à certaines bibliothèques, leur assigner des tuteurs extérieurs pour rediriger leurs pensées critiques. En apparence, il s'agissait d'une simple réorganisation académique. En réalité, c'était une forme discrète d'exil, une manière calculée d'effacer sans expulser. La nouvelle ne fut pas annoncée officiellement. Elle fuita discrètement grâce à un jeune enseignant, celui-là même qui, autrefois, était resté silencieux. Cette fois, il remit à Elena une copie imprimée, le visage rempli de regrets. « Ils ont peur, lui dit-il. Pas de toi, mais de l'écho que tu laisses derrière. » Elle apporta directement le papier à Diego. Il le lut une fois, puis une deuxième. « Alors voilà leur plan, murmura-t-il. Ils vont essayer de nous séparer. » « Non, répondit Elena, ils vont essayer. » Ce soir-là, les lecteurs fantômes se réunirent dans l'ancien auditorium. C'était un lieu oublié, abandonné en plein chantier de rénovation et resté fermé pendant des années. Ils s'assirent en cercle sur la scène poussiéreuse. Diego était au centre, non pas en tant que chef, mais comme quelqu'un qui avait tout vu. « Ils veulent nous briser en morceaux, dit Elena, mais nous ne sommes pas des pions sur un échiquier. » Ils nous éliminent un par un, ajouta un autre, avec des sourires, avec des transferts, avec une surveillance silencieuse. Alors Diego prit la parole, élevant la voix pour la première fois pendant la réunion. Et si on répondait d'une manière à laquelle ils ne s'attendent pas, avec quelque chose qu'ils ne peuvent pas effacer? Comme quoi, demanda quelqu'un, un geste qu'on ne peut pas archiver, quelque chose qui reste en eux. Le silence envahit la pièce. « Une manifestation ?» proposa quelqu'un. Diego secoua la tête. « Non, une lecture publique. » Et c'est ainsi que l'idée naquit. Elle se répandit au fil des jours, transmise comme un courant discret aux racines profondes. Ils choisirent soigneusement la date, le jour des fondateurs, l'anniversaire de l'école. Un jour de discours officiel, d'invités de marque, de parents fiers et de caméras institutionnelles. C'était le cadre parfait, non pas pour une confrontation, mais pour une révélation. Pendant ce temps, l'administration finalisa la réaffectation. Les avis furent envoyés dans des enveloppes blanches impeccables, rédigées dans un langage froid et formel. En raison de considérations pédagogiques, vous avez été réaffecté à une nouvelle section. Un tuteur académique vous sera bientôt attribué.
Certains parents furent indignés, d'autres signèrent sans même regarder, quelques-uns félicitèrent même la décision, car le véritable ennemi de la pensée, ce n'est pas le bruit, c'est l'approbation silencieuse. Les papiers signés sans question. Le matin de l'événement arriva sous un ciel dégagé avec des drapeaux flottant dans la brise. Les élèves étaient alignés en rang parfait, uniforme impeccable. Diego arriva vêtu d'une chemise blanche, d'un pantalon noir et d'une enveloppe glissée dans la poche de sa poitrine. La scène avait été décorée de fleurs artificielles. Le mot « tradition » brillait en lettres dorées derrière les micros. Tout semblait normal lorsque le directeur entama son discours. « San Bartolomé est plus qu'une école », déclara-t-il. « C'est un héritage, un pilier d'ordre et d'excellence. » Mais alors Diego se leva. Il ne se précipita pas, ne bouscula personne. Il marcha simplement, calmement, vers la scène. Personne ne l'arrêta, surtout parce que personne ne s'y attendait. Pas avant qu'il ne soit déjà debout à côté du directeur. Puis, il se pencha vers le micro. « Excusez-moi, dit-il calmement, cela ne prendra qu'une minute. » Les gens dans l'audience bougèrent sur leurs sièges, incertains. Diego continua. « Cette école valorise la tradition, mais elle a aussi valorisé le silence. Pendant des années, j'ai appris à me taire pour ne pas me faire remarquer, à écrire dans l'ombre, à rester immobile quand ça faisait mal. Mais aujourd'hui, je veux lire quelque chose, pas pour provoquer, juste pour être entendu, ne serait-ce qu'une fois. » Il plongea la main dans sa poche, sortit une feuille pliée et commença à lire à voix haute. On nous a appris à admirer le marbre sans jamais regarder les fissures. On nous a donné des livres censurés et demandé de ne pas poser de questions. On nous a étiquetés comme boursiers, fauteurs de troubles, marginaux. Mais nous ne sommes pas des marginaux, nous sommes un reflet. Nous ne combattons pas l'école, seulement la version qui exige notre silence. Nous ne sommes pas là pour détruire, nous sommes là pour vous rappeler ceci. Les murs ne tiennent pas s'ils empêchent l'air d'entrer. Et une école sans question n'est pas une école, c'est un tombeau. Quand il termina, personne n'applaudit, personne ne cria. La salle resta simplement silencieuse, mais pas d'un silence ordinaire. C'était quelque chose de plus profond, un silence né d'une émotion inattendue. Diego posa la feuille sur le pupitre, descendit de la scène et retourna à sa place. Puis lentement, les élèves commencèrent à se lever, un par un, en silence. Elena se leva, puis les lecteurs fantômes. Puis d'autres, des élèves qui n'avaient jamais même parlé à Diego. Et puis, étonnamment, des professeurs. 3, puis 5, puis 8, tous debout, sans rien dire. Juste à regarder. Ce moment fut la première fissure visible. À partir de là, tout commença à changer. 3 semaines passèrent après ce jour. Des semaines remplies de silence de la part de l'administration et de courants discrets et invisibles de changements qu'aucun rapport ne mentionnait, mais que tout le monde sentait. Le directeur Vélez ne fut plus jamais vu dans les couloirs. Le coordinateur de l'intégrité scolaire fut discrètement déplacé vers un autre poste pour raisons administratives. Les changements de classe furent abandonnés, les élèves ne furent plus réaffectés, et tous les dossiers internes concernant Diego disparurent des archives de l'école, sans un mot. Aucune excuse ne fut présentée, aucune déclaration publiée, aucune signature sur aucun papier, mais le silence venant d'en haut en disait long. Car pour la première fois, la peur n'appartenait plus seulement aux élèves. Diego ne devint pas un héros. Il arrivait toujours tôt, il remplissait toujours son carnet de pensées, il s'asseyait encore seul parfois. Et souvent il restait silencieux. Mais quelque chose d'essentiel avait changé. Il n'écrivait plus seulement pour tenir bon. Il écrivait pour préserver ce que d'autres ne pouvaient pas exprimer. Et cela, au final, valait plus que n'importe quel prix ou applaudissement. Un après-midi couvert, alors qu'il aidait la bibliothécaire à ranger des étagères oubliées depuis longtemps, Diego tomba sur une petite boîte sans étiquette. Le carton était épais mais ramolli par le temps, les coins humides et usés. Curieux, il l'ouvrit. À l'intérieur, des chemises fanées, des livres sans couverture et une enveloppe scellée avec de la cire ancienne. Aucun nom, aucune adresse, juste un symbole dessiné à la main sur le devant. Ses mains tremblaient lorsqu'il brisa le sceau.
À l'intérieur, une seule feuille de papier. L'écriture était penchée avec douceur, l'encre à peine estompée par le temps. Si tu lis ceci, c'est que quelqu'un refuse encore de se soumettre au bruit. Je m'appelle Samuel Jiménez, j'ai été un élève ici. Je n'ai pas été expulsé parce que j'ai menti, mais parce que j'ai dit une vérité qu'il voulait enterrer. Ne laisse pas ton nom ni ton silence définir qui tu es. Certaines vérités n'ont rien à voir avec ta famille. Elles naissent au moment où tu choisis de parler. Je ne sais pas qui tu es, mais si tu écris, alors nous partageons déjà une langue. Ne retiens rien, car lorsqu'il ne reste plus personne pour se souvenir, il ne reste que ce que tu as écrit. S.J. Diego s'assit là où il était, sur le sol poussiéreux entre les vieux livres. Il lut la lettre une fois, puis une autre, et encore une autre. Il ne verse pas une larme, il ne dit rien. Mais le lendemain matin, il apporta la lettre avec lui à l'école. Il recopia les mots à la main, puis il les traduisit, en latin, en russe, en français, en arabe. Il les épingla soigneusement au mur central de l'école, juste sous la fresque où le mot « tradition » s'affichait autrefois. Au-dessus, il ajouta une seule ligne. « Ceci fait aussi partie de notre histoire ». Personne ne l'enleva, ni les administrateurs, ni les surveillants, ni même les enseignants, car désormais tous comprenaient, enlever ce message, ce serait admettre qu'il était vrai. Le laisser en place, c'était reconnaître que la mémoire n'appartenait plus à une seule voix. Elena n'arrêta jamais d'écrire. Et elle n'était plus la seule. Des carnets commencèrent à apparaître partout, dans les sacs à dos, sortant des bureaux, empilés près des plateaux repas. Dans les couloirs, on voyait plus de livres entre les mains des élèves que de téléphones dans leurs poches. Puis un jour, sans annonce ni cérémonie, un panneau apparut sur la porte de la bibliothèque. « Nous ne sommes plus des lecteurs fantômes ». En dessous, une liste de prénoms, pas de nom de famille, juste des prénoms. Et plus tard, des années plus tard, Diego publia son premier livre. Ce n'était pas un mémoire, c'était une collection d'écrits anonymes, des récits brefs, des réflexions invisibles, des pensées faites pour bousculer. Il l'intitula « Les pages qu'on ne m'a jamais laissé lire ». Dans la dédicace, il écrivit « À celui qui m'a montré qu'écrire n'est pas seulement un choix, c'est une manière de rester vivant. » À Samuel et à tous ceux qui ont donné des mots à ceux qui n'en avaient pas encore. Car dans un monde qui essaie d'oublier, les écrivains ne disparaissent pas. Ils deviennent des graines, et de ces graines, les voix continuent de grandir. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ici, chaque mot est écrit pour ceux qui refusent d'oublier. Et si vous avez trouvé cette histoire puissante, attendez d'entendre celle de la fille qui nettoyait un hangar et finit par concevoir l'avion qu'elle piloterait un jour. Cette histoire vous attend déjà.